La Diagonale des Fous, c'est pour moi le terrain de jeu le plus complexe. Surtout une bonne hydratation en fait, après. Bien hydrater sa peau, ça va permettre de ralentir un petit peu le renouvellement des cellules mortes et donc préserver plus longtemps le bronzage. Au plus les conditions sont dramatiques, au plus elles sont extrêmes, au plus celui qui s'y est le mieux préparé va mieux passer. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes bronzé, vous êtes protégé. J'avais des potes qui faisaient beaucoup de planches, de surf, de plongée, qui aujourd'hui ne supportent plus le soleil. Je les vois sur les bateaux de plongée en pull à capuche. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport, c'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 7 au 28 juin, l'ultra-trailer Mathieu Blanchard et l'experte santé Léa Pateras-Pescara nous aident à mieux comprendre notre peau pour améliorer nos performances et notre bien-être. Cette émission vous est proposée par La Roche-Posay, des soins qui changent la vie, prescrits par des dermatologues. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cette nouvelle capsule santé réalisée en collaboration avec La Roche-Posay. Chaque vendredi de tout le mois de juin, nous allons vous aider à prendre soin de vous, de votre peau et de vos performances. Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la thermorégulation, à la protection de la peau du coureur. En été, le soleil devient de plus en plus brûlant. En hiver, le froid glacial peut se montrer tout aussi impitoyable. Alors comment protéger efficacement sa peau sans compromettre ses performances et sa thermorégulation ? Quels sont les pièges à éviter ou comment obtenir un bronzage durable et de qualité tout en préservant la santé de sa peau ? Parce que oui, ça compte aussi. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui. La première est pharmacienne et experte en santé. Il s'agit de Léa Pateras-Pescara. Salut Léa, comment ça va ? T'as vu là, je crois que le nom, ça a été fluide. Je l'ai bien dit cette fois-ci au bout de 3 semaines. Il y a du progrès. Voilà. Bon, écoute, je suis désolé, je suis un peu dyslexique, donc c'est vrai, des fois, je peux me tromper sur les noms. T'es pardonné, le mien est particulièrement compliqué. Même en suivi de course, ça m'arrive et je sais que les gens n'aiment pas ça et ils ont raison. Donc, j'essaye de faire un petit peu attention. Et dans cette série, tu le sais, parce que c'est un peu la tradition maintenant, on a à cœur de fusionner aussi bien la théorie que le terrain. Et pour cela, on a le plaisir d'être accompagné par Mathieu Blanchard, ultra-trailer de haut niveau et ambassadeur de La Roche-Posay. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, ça va ? Écoute, je suis là pour te parler de terrain aujourd'hui. Et puis c'est un sujet qui est finalement très passionnant. Là, je commence à bien apprendre depuis quelques épisodes. La peau, ça me fascine d'ailleurs parce qu'elle est assez incroyable. Ça fait penser à des films de science-fiction. Elle change de couleur, il y a des poils, il n'y a pas de poils, il y a de la chair de poule. Elle se régénère aussi, c'est fou, quand on l'ouvre, elle se referme. Bon, parfois il faut un petit peu l'aider, on l'a vu dans les épisodes précédents. Et ce qui m'intéresse et ce que j'ai compris, c'est que la peau peut être aussi facteur de performance. Donc voilà, je suis vraiment content de revenir pour ce 4e épisode et en apprendre un petit peu plus. C'est curieux parce que moi, ça fait très longtemps justement que j'avais envie d'aborder toutes ces questions-là. Alors 100% de notre corps est recouvert de peau, donc effectivement, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis en discutant, parce qu'on a discuté un peu tous les deux hors antenne là aujourd'hui, et moi je suis assez fasciné par le système de thermorégulation. C'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça nous donne un avantage considérable sur les autres espèces. Et je sais que toi aussi, c'est un sujet qui t'intéresse parce que la thermorégulation, c'est un des facteurs les plus importants de performance, surtout dans les périodes de Jeux Olympiques. Là, on sait, on avait eu Rio, Tokyo, là on aura les Jeux de Paris cet été. Et les Jeux, c'est toujours en été. Donc dans la performance, ça compte. Et il y a énormément d'études. Et donc c'est un sujet qui est fascinant. Et très content de pouvoir en parler avec toi. Et puis merci à La Roche-Posay aussi d'avoir rendu cet échange possible parce que là, on a fait 4 épisodes avec un contenu très intéressant où on a très peu de sujets. Finalement, c'est vrai que le sport ne s'intéresse pas forcément à toutes ces questions-là. En tout cas, le sport grand public, dans le très haut niveau, c'est des sujets qui sont très étudiés, mais le sportif amateur n'a pas forcément accès à toutes ces connaissances. Et là, on a contribué un petit peu à ça. Mathieu, on va parler de thermorégulation, on va parler de froid, on va parler de chaleur. Sur l'ultra-trail, les conditions elles sont assez extrêmes. Par exemple, sur la Diagonale des Fous, une course à laquelle tu vas participer en octobre prochain, tu dois savoir un petit peu, tu as la chaleur, tu peux être dans le cirque de Mafate, il fait très très chaud. Dès qu'on monte la nuit, il peut faire très très froid aussi. C'est pareil sur l'UTMB, où les écarts sont très très durs. Ça peut être un défi, ça aussi bien physiquement que aussi mentalement. Comment est-ce que vous, les ultra-trailers, vous vous adaptez à ces variations de température, aussi bien sur le plan physique que mental ? Alors c'est vrai que la Diagonale des Fous, c'est
pour moi le terrain de jeu le plus complexe puisqu'on va avoir les plus gros contrastes en termes de température. Tu l'as dit, on va avoir quelque chose de très chaud en bord de mer et on peut être sur du très très froid la nuit en hauteur avant de basculer vers Sillaos. On va aussi avoir des degrés d'humidité qui vont être hyper contrastés, de la jungle super humide à des milieux qui peuvent être très secs, le soleil qui peut frapper. Enfin, vraiment, on a vraiment tout l'éventail de possibilités. Maintenant, comment on s'y adapte? On ne va pas s'y adapter juste le jour J en un claquement de doigts. On n'est pas des mutants. Il faut s'y préparer un petit peu. Alors, on a un corps qui est capable de s'adapter à beaucoup de facteurs extérieurs, la chaleur, le froid, l'humidité. Et donc, voilà, on essaye d'imaginer quels vont être justement tous ces facteurs qu'on va devoir affronter pendant la course et on essaye tant bien que mal de s'y préparer à l'avance. Donc c'est sûr qu'en France, on a aussi, en France métropolitaine, on a quand même des terrains, des reliefs qui sont très contrastés. On peut avoir du très sec et chaud jusqu'à du très froid, humide. Donc voilà, on essaye de ponctuellement aller faire des interactions avec ces milieux-là les week-ends ou si on a la chance d'habiter en montagne aussi, on a à peu près tous les contrastes pour pouvoir s'y préparer. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère parce que c'est vrai qu'un coup de chaud peut vous faire arrêter la course tout de suite, un coup de froid aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder en avance, il faut trouver les méthodes et puis bien s'y préparer. Alors on sait qu'il y a le froid, il y a le chaud, certains coureurs préfèrent s'entraîner en hiver, d'autres préfèrent s'entraîner en été. On a voilà, tous nos préférences. Toi, qui es plutôt un coureur de chaleur ou un coureur de froid? Alors moi je dirais que c'est les pires conditions. Toi il faut un climat stable. Non, les pires conditions c'est ce que... c'est ce que tu aimes. C'est ce que j'aime le plus en fait, c'est ce que je déteste le plus, mais en même temps c'est ce que j'aime le plus parce que au plus les conditions sont dramatiques, au plus elles sont extrêmes, mais au plus celui qui s'y est le mieux préparé va mieux passer. Donc je sais que c'est quelque chose que je regarde bien en avance et je remarque, c'est vrai que je me souviens un exemple d'un UTMB, mon tout premier en 2018, on avait eu des conditions de froid assez extrêmes. Et voilà, en montagne, quand on est un athlète surentraîné physiquement, psychologiquement, si on n'est pas prêt à passer à travers le froid, ben, ça va être une grosse raison d'abandon. Et puis sur certaines courses, voilà, il y a eu des gros taux d'abandon. Et si on est un petit peu moins bon physiquement parce qu'on s'est moins bien préparé ou qu'on n'a pas forcément les attributs génétiques qu'on a, ben on peut s'en sortir aussi avec des conditions extrêmes. Donc toi, quand on annonce des pics de canicule, tu te dis tant mieux parce que j'aime bien ça, moi, j'y suis prêt. Ouais, quand une course annonce pic de canicule ou à contrario pic de froid, ben, ça va pas me stresser, au contraire, ça va me rassurer. Bon, on n'est pas tous égaux, parce que moi, malheureusement, alors on va voir dans l'épisode qu'on peut entraîner sa thermorégulation. C'est quelque chose qui se prépare. Et après, il y a des facteurs externes. Généralement, les coureurs qui supportent bien la chaleur sont des coureurs qui ont une très bonne économie de course. Donc, si vous avez une bonne économie de course, forcément, le corps, il a plus d'énergie pour mieux thermoréguler. Si vous avez déjà une foulée qui est déjà pas top, vous dépensez beaucoup d'énergie, vu que la thermorégulation, c'est quelque chose qui est très coûteux pour notre organisme en énergie. C'est pour ça que l'été, souvent, on a sommeil. Voilà. Donc, forcément, plus vous êtes économique, généralement, plus vous améliorez votre thermorégulation. Et donc, quand on essaye, c'est souvent le cas à l'INSEP, d'améliorer la thermorégulation d'un athlète, on va travailler surtout sur son économie de course parce que c'est un des leviers. Alors justement, Léa, en tant qu'experte en santé, tu sais mieux que quiconque les défis auxquels sont exposés les coureurs en participant à des sports en nature. Est-ce que tu peux nous parler justement des principaux risques, que ce soit pour la peau, pour la santé, que ce soit le soleil et le froid? Alors le soleil, bien sûr, c'est l'impact des UV sur la peau. Donc il y a 3 types d'UV qu'émet le soleil. Les UVC, ils sont arrêtés par la couche d'ozone, donc on n'en parle pas. Et vous avez après les UVA et les UVB. Donc les UVA, ils ont la particularité d'être présents toute l'année, pas forcément à plus haute intensité en été. Et ils pénètrent très profondément dans le derme. Ils sont très peu arrêtés par l'épiderme en fait. Donc ils sont responsables d'une pigmentation immédiate, temporaire de la peau. Et sur du long terme, ils peuvent créer du stress oxydatif. On en a parlé dans les autres épisodes, et générer, détruire les cellules de la peau et favoriser l'apparition sur du long terme de cancer. Et accélérer bien sûr le vieillissement, l'apparition de taches, de rides. Et les UVB,
eux, ils sont à 90% absorbés par l'épiderme, donc ils sont absorbés par la surface de la peau, la couche la plus externe, et ils vont être responsables du fameux bronzage, mais aussi des brûlures, donc auxquelles peuvent être exposés les coureurs quand ils n'ont pas bien préparé leur peau avant les courses et pas bien protégé leur peau pendant la course avec des protections solaires qui à la fois protègent contre les UVA et les UVB. Et ça, c'est important de bien regarder quand on choisit sa protection solaire, qu'il y a bien le logo UVA entouré. Parce que la protection SPF, ça, le facteur de protection, ça ne protège que contre les UVB. D'accord, donc c'est bien à préciser, c'est important. Donc vous avez les UVB, eux, qui vont entraîner ce qu'on appelle la synthèse de mélanine au niveau de la peau, donc le bronzage. Et il faut savoir que le bronzage, c'est la première photoprotection naturelle de la peau. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes bronzé, vous êtes protégé. Parce que les UVB sur du long terme, ça peut déclencher des cancers, ça peut épuiser le capital soleil. Ça, on peut le voir avec l'apparition de lentigo, de taches, voire même plus tard des kératoses et éventuellement cancer de la peau. Donc même si on a une peau bronzée, une peau mate, une peau métisse, même une peau noire, il faut se protéger du soleil parce que c'est vraiment un risque auquel est exposé le coureur. C'est hyper intéressant parce que, alors, on regroupe un peu pas mal de sujets qu'on a traités dans cette capsule. Tu nous parles justement du stress oxydatif. Alors, on l'a vu dans le vieillissement prématuré de la peau, le stress oxydatif, c'est un facteur. Et on a vu aussi que ça pouvait, un excès de stress oxydatif pouvait, on va dire, empêcher l'athlète de bien récupérer et surtout d'assimiler l'entraînement. Parce que le stress oxydatif, c'est quelque chose qui fait qu'on va moins bien assimiler l'entraînement. Donc là, on regroupe un peu et on voit aussi l'intérêt au niveau de la performance, puisque si on ne protège pas bien sa peau, on va générer plus de stress oxydatif. En plus de mettre sa santé en danger, eh bien, on va aussi moins bien assimiler les entraînements et moins bien récupérer. Donc protéger sa peau, c'est important pour éviter tout ce qui est cancer de la peau, coup de soleil, ce genre de choses, mais aussi pour tout simplement avoir une bonne performance sur le long terme. C'est ça aussi qui est fascinant, Mathieu. Du coup, là, on vient de parler de l'été, mais en hiver, il y a aussi des enjeux pour les sportifs. Oui, effectivement. En hiver, donc, le corps fait en sorte de protéger les organes vitaux. Donc, en gros, au niveau de la peau, y a les vaisseaux qui vont se contracter. Et donc, il y a une moins bonne oxygénation, en fait, on va dire, au niveau des vaisseaux de la peau. Et ça peut mener à le risque d'apparition de gerçures, d'irritation. Ça va fragiliser la barrière cutanée. Et donc, c'est très important en hiver. On a la peau qui, finalement, va avoir tendance à se dessécher. Et donc, être exposée aux gerçures, voire même aux engelures, selon le sport que vous faites, si vous restez très longtemps dans le froid. Donc, c'est important à ce moment-là d'utiliser des crèmes aussi localement avant même de pratiquer la sortie. Par exemple, au niveau des lèvres, il peut y avoir des craquelures, même au niveau des pieds. Les mains aussi qui vont... Les mains, voilà, il y a coudes. des crèmes protectrices que vous pouvez mettre. Ça fait comme un effet pansement, comme la pommade réparatrice intensive de chez CeraVe, qui est très efficace pour ça. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Mathieu, toi, alors, tu as vécu au Québec. J'imagine que le froid... Alors, tu nous disais que tu aimais bien les conditions difficiles, mais tu t'épanouis aussi bien dans le froid extrême que dans le chaud extrême. C'est assez rare quand même. Hein. Oui, j'aime bien les deux. Après, c'est parce que j'aime la nature en général. Et puis, la nature, c'est ces deux milieux-là. J'ai passé beaucoup de temps au Québec, donc c'est sûr que j'ai été énormément exposé au grand froid. On parle de température allant jusqu'à moins 30 en réel, moins 40 en ressenti en hiver autour de Montréal. Donc, c'est pas pour ça que j'allais rester enfermé. Et puis j'ai même pris plaisir à faire des activités hivernales dans ces conditions-là. Et plus jeune, j'ai grandi dans les Antilles, voilà. Et puis avec des parents qui aimaient beaucoup les activités nautiques, plongée sous-marine, j'ai souvent été au bord de la mer. Donc la chaleur, j'aime ça aussi. Alors là, on n'est pas tout à fait encore en été, bientôt, et on voit beaucoup, avec l'arrivée des beaux jours, des gens courir torse nu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Léa, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est une bonne idée de courir torse nu? Parce que c'est vrai que c'est agréable. Hein. Alors, c'est agréable, mais ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc, c'est important de porter des vêtements. Parce que là, j'ai parlé tout à l'heure des protections en termes de crème, mais c'est important d'utiliser aussi des vêtements anti-UV pour protéger sa peau des UV notamment. Ouais, mais après le bronzage, la marque du t-shirt et tout. Non, mais Alors, j'ai une petite anecdote sur ça. Mais on bronze, pas avec les t-shirts, mais même en ayant une protection UV, on peut quand même bronzer. Hein. Même 50. Hein. On parlera justement de comment avoir un beau... Parce que c'est important quand même d'avoir bonne... Moi, je me suis mis au vélo et puis parfois, quand on enlève les vêtements de vélo devant le miroir... les traces de bronzage des cyclistes, c'est pas ce qu'il y a de plus la sexy. santé ou la beauté, il faut choisir parfois. Hein. Mais c'est marrant parce que j'étais à l'INSEP l'été dernier pour
suivre quelques athlètes et il faisait assez chaud et les coureurs s'entraînaient sur la piste torse nu. Ils aimaient bien, ils sont comme tout le monde, c'est vrai que c'est agréable. Et avant la séance, l'entraîneur a demandé à ce que tout le monde remette, c'était une séance assez dure, remette le débardeur. Et du coup, j'ai demandé pourquoi, après coup, à l'entraîneur, il avait demandé ça. Et en fait, c'est étudié, mais c'est que non seulement, alors oui, il y a des risques de prendre des coups de soleil, mais le débardeur technique, donc avec un peu d'aération, va permettre aussi de tamponner. Et donc, on s'est rendu compte que ça facilitait la thermorégulation, parce qu'une peau qui transpire beaucoup, c'est une peau aussi qui thermorégule moins. Donc, il faut, pour la performance, courir avec un débardeur. Ça permet aussi de l'améliorer. Donc, c'est ni bon pour la performance, ni bon pour la santé de la peau. Donc, on le recommande pas forcément. Mathieu, j'imagine que toi, on parlait du débardeur, mais j'imagine que toi, tes équipements jouent un rôle clé, notamment quand il fait très chaud. Alors, on se souvient d'Aurélien Dumont-Palace sur la Diagonale des Fous. Dernièrement, elle est équipée tout en blanc. Alors, c'est vrai que c'est un style particulier quand tu vas courir tout en blanc en tenue moulante, mais au niveau thermorégulation, ça lui a plutôt bien réussi parce qu'il a fait premier. Il faut pouvoir l'assumer après de courir comme ça tout en blanc. Est-ce que avec tes équipements, comment tu vas essayer un petit peu de pallier soit aux effets de la chaleur, soit aux effets du froid? Qu'est-ce que tu vas aimer utiliser? Alors effectivement, les équipements vont pouvoir jouer un rôle énorme sur cette gestion de la chaleur. Le choix du blanc, c'est plus un choix de performance plus que de style, donc ça c'est clair. Maintenant, après, il faut penser aussi si on va être dans un environnement qui va être chaud au début, qui va évoluer en froid. Par exemple, là, on va vouloir avoir des vêtements qui vont sécher rapidement parce qu'on sait que en fait, l'eau est 25 fois plus conductrice que l'air. Donc là, on parle de conduction thermique dans la thermorégulation. Ça veut dire que si par exemple tu pars dans une vallée où il fait super chaud en montagne, donc là, tu vas plutôt mettre des vêtements qui vont sécher rapidement parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas transpirer dans la montée et arriver au col, tout d'un coup, il peut y avoir du vent, la température peut être 20 degrés plus bas et là, tu vas être au sec justement pour pas avoir trop de conduction thermique. En revanche, dans une course de désert, par exemple, où il fait chaud tout le temps et où l'eau est hyper précieuse, là je vais plutôt aller sur des vêtements qui vont garder l'eau. Et on ne veut pas des vêtements qui sèchent trop rapidement. C'est une erreur de penser, en tout cas, c'est marrant, c'est mon point de vue, c'est marrant. d'aller avec des vêtements techniques dans le désert parce qu'on veut garder l'eau. L'eau va rester dans un vêtement. Alors ça peut être pour te refroidir. Pour te refroidir, la thermoréguler. Par exemple, c'est revenir sur des matériaux comme le coton, par exemple, qui va vraiment garder l'eau, mais que tu éviterais totalement en montagne. Ce qui fait que la thermorégulation va être améliorée dans un milieu désertique. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que un bon maillot, un bon tissu de performance, c'est un tissu qui est capable de très vite sécher parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est paradoxal. Ça provoque pas plus d'irritation, le fait de garder Alors le coton? Oui, tout à fait, ça va faire plus d'irritation parce que tu vas garder plus d'humidité, mais ça, si tu le sais à l'avance, tu peux préparer ta peau aussi. CF, les épisodes que l'on a enregistrés les semaines passées. Et donc voilà, oui, il y a des inconvénients. Voilà, il y a une contrepartie, c'est qu'être humide va augmenter l'irritation. Tu peux la gérer en t'y préparant. Après, c'est des conditions extrêmes, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces retours. Mais on le voit, généralement, les tissus techniques, quand on les met à laver, ils sortent du sèche-linge, ils sont quasiment déjà secs. Et c'est ça la force vraiment du tissu, c'est cette capacité à tout de suite sécher, donc absorber l'eau, le faire sécher. Et on voit qu'avec un bon t-shirt, quand il fait chaud, c'est aussi important, c'est un vrai facteur de performance. Léa, justement, si on veut protéger sa peau, là quand il fait chaud, alors tu nous parlais de crème solaire. Oui. Alors, je crois que ça a un petit peu évolué, mais moi je me souviens, avant il y avait les crèmes indice 10, indice 20, indice 50. Alors moi, ma maman me mettait toujours l'indice 50, j'avais pas le choix, mais c'est vrai que des fois elle me disait oui, mais je vais moins bien bronzer. En termes d'indice, comment est-ce qu'on doit faire attention à ça? Alors en fait, on choisit l'indice SPF, donc qui indique la protection contre les UVB en fonction de son phototype de peau. Mais globalement, là on s'adresse quand même à des coureurs, des sportifs qui sont très régulièrement exposés. Donc moi je pense qu'il faut vraiment toujours partir sur des SPF élevés parce que ça, en fait, le SPF il indique combien de temps vous pouvez rester au soleil sans créer de dommages sur votre peau. Donc par exemple un SPF 50, vous pouvez rester 50 fois plus de temps sans avoir de dommages sur votre peau. Mais dans tous les cas, même si c'est un SPF 50, vous avez quand même 2% d'UV qui vont passer à travers le filtre. Et les 10-20, ça n'existe plus, ça, je crois. Maintenant, c'est à partir de 30, 50, voire 50 plus. Parce qu'inefficace, j'imagine, pas suffisamment efficace. Oui, pas suffisamment efficace. Et puis, il y a une question aussi de devoir les réappliquer, du coup, de plus souvent. Donc, finalement, avec des indices plus élevés, c'est plus simple au niveau des applications. Et après, chez les coureurs, c'est important d'avoir des produits, des crèmes qui ne migrent pas. Parce que ça aussi, ça peut être un frein. Quand ça migre dans les yeux, ça va piquer. Donc, vous avez des technologies dans les crèmes Anthelios. Vous avez la Anthelios, celle-ci, la hydratante, qui va ne
pas migrer et vous allez la version adaptée aux peaux plus mixtes à tendance acnéique, oil control, qui migre pas non plus. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué plutôt sur les jeunes générations de coureurs. Les jeunes générations de coureurs mettent systématiquement, pas tous, mais beaucoup de jeunes en tout cas sont très sensibilisés et je l'ai remarqué, on les voit sur TikTok ou sur quoi que ce soit, ou en discutant avec eux, des fois je les vois sur des événements et avant d'aller courir, ils mettent de la crème solaire. Et c'est vrai que pour les générations comme la mienne, peut-être comme la tienne, on a quasiment le même âge, Mathieu. La mienne aussi. C'est vrai que c'est des rêves, ça paraît assez curieux de mettre de la crème solaire alors qu'il ne fait pas forcément très très beau. Ces jeunes la mettent quand même. Est-ce que, justement, en termes de protection solaire, est-ce qu'on doit se fier uniquement à la température extérieure, au soleil ? Comment est-ce qu'on arbitre de mettre ou pas de la crème ? Parce que c'est vrai que ces jeunes, ils les mettent quasiment tout le temps, toute saison. Idéalement, il faut la mettre tout le temps. Parce qu'en fait, les UVA, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont présents tout le temps, tout au long de l'année. Donc, moi, je suis pour la crème solaire absolument tout le temps. Alors après, il y a quand même un bénéfice à s'exposer aux UV, notamment aux UVB sans crème solaire, c'est la synthèse de la vitamine D. En fait, la vitamine D, on en apporte très peu par l'alimentation. On va dire que la majeure partie vient de notre propre synthèse cutanée. À partir des rayons UVB et un dérivé de cholestérol qui se trouve dans la peau, on synthétise la vitamine D. Mais ça, il suffit de s'exposer 10 à 15 minutes partie découverte en t-shirt sans crème pour avoir une synthèse suffisante. Et après, hors période d'exposition, de toute façon, il faut se supplémenter. C'est incontournable, sinon on est tous carencés. 90% de la population française est carencée en vitamine D. Donc vraiment, si on va s'entraîner tous les jours, on va dire en tout cas peut-être décembre, novembre, décembre, février, peut-être pas obligatoire. Quoique des fois, il peut y avoir quand même du soleil, tu nous l'as dit, c'est agréable aussi, mais tous les jours, si on va courir, on va s'exposer dehors, c'est bien aussi de le mettre. Ouais, c'est vrai que les jeunes sont vachement sensibilisés à ça, mais nous, on est plutôt la génération du moneuil. C'est vrai, quoi, on est beaucoup moins sensibilisés à cette importance-là, quoi. Mais tant mieux si le message passe, parce que nous, moi, en tant que pharmacien et notamment créateur de contenu sur les réseaux sociaux, on insiste beaucoup sur ce message qui est important, quoi, pour la prévention de toutes les pathologies liées à la surexposition solaire. T'en mets, toi, avant d'aller courir à chaque fois Oui, maintenant je le fais. J'avais des potes qui faisaient beaucoup de planches, de surf, de plongée, qui aujourd'hui ne supportent plus le soleil. Je les vois sur les bateaux de plongée en pull à capuche, avec un cache-cou remonté jusqu'au-dessus du nez et des lunettes parce qu'ils ne supportent plus c'est le fameux, ça porte un nom, c'est le capital Alors, solaire. on parlait de capital solaire, je ne sais pas si ça existe C'est un vraiment. mythe, Est-ce ça, que ou... notre peau peut se régénérer ? Tout à fait. Non, Okay. Le capital soleil, c'est comme un permis à points. Une fois qu'on a tout utilisé, c'est terminé. Sauf que là, on ne peut pas faire de stage pour le renouveler, récupérer, c'est terminé. Donc voilà, ça vraiment. Donc il faut le préserver en fait. Il faut tout là, faire du coup, pour si tu fais préserver du haut son niveau, capital soleil. Et puis nous qui pratiquons un sport en extérieur comme le trail, si on a brûlé tout notre capital soleil, ça va être très compliqué pour continuer à courir dehors et être performant, quoi. Donc c'est vrai que c'est important. Léa, l'année dernière, pendant le Tour de France, moi chacun ses petits plaisirs. Moi, c'est vrai que l'été, j'aime bien suivre le Tour de France. C'est comme ça. Ça me rappelle mes vacances chez mes grands-parents fut un temps. Et j'ai un peu tiqué sur une phrase parce qu'il fait souvent très très chaud pendant le Tour de France. C'est vrai que les athlètes, là on parlait de thermorégulation, c'est un vrai enjeu. Et le commentateur de la télé expliquait que le problème des crèmes solaires, c'est que l'application de ces crèmes pourrait interférer avec la transpiration et donc affecter la capacité du corps à se refroidir, donc le processus de thermorégulation. Et donc ça viendrait impacter négativement la performance. Moi, effectivement, ça m'a interrogé. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que les crèmes solaires peuvent avoir un impact négatif sur la thermorégulation des athlètes et donc sur leur performance ? Alors non, c'est absolument pas prouvé. Il y a une étude qui a été faite au Costa Rica sur des coureurs olympiques et ça a bien montré qu'il n'y avait pas du tout d'impact sur la performance. Dans l'étude, ils avaient utilisé des protections solaires modernes qu'ils avaient bien appliquées 30 minutes avant l'effort. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci, pas de problème sur la performance. Si on utilise une crème de qualité, évidemment une crème récente, et la condition effectivement c'est de pouvoir l'appliquer une demi-heure avant. Donc c'est pas tiens on va courir, on la met dans la voiture juste avant sa séance de run. On essaye quand même de la mettre un petit peu avant, donc une demi-heure avant. Oui, il n'y a aucun impact sur la performance. Ouais. Déjà, ça n'impacte pas la performance et aussi pour l'efficacité parce qu'en fait, il y a deux types de filtres dans les filtres solaires, les filtres minéraux, les filtres chimiques. Alors parfois, dans certaines protections, vous avez un mix des deux. Mais les filtres chimiques, ils pénètrent en fait dans la peau et ils vont absorber les UV. Mais ils ont un petit délai d'action. Donc pour que ce soit efficace, il faut au moins le mettre 20 minutes avant l'exposition. Alors que les filtres minéraux, c'est différent, on l'applique, ça fait un écran. Et souvent, ça a un rendu très blanc. C'est pour ça que les filtres minéraux sont
parfois plus compliqué à utiliser. Hyper intéressant et rassurant. Et c'est vrai que j'avais tiqué parce que je me dis c'est quand même regardé par beaucoup de téléspectateurs et donner cette préconisation, il y a peut-être des gens qui vont vouloir copier, du coup pas se protéger parce qu'ils vont se dire ça peut affecter ma performance et en plus ils vont se mettre en danger et puis en plus c'est faux. Donc c'est vrai que c'est dommage d'entendre ça sur des chaînes nationales. Après, je pense pas qu'ils pensaient l'impact que ça pouvait avoir. Mathieu, on le disait, la thermorégulation, ça se travaille. Justement, toi, tu vas courir sur la diagonale des fous. On sait qu'il peut faire très chaud. L'UTMB, c'est pareil. On sait qu'il peut faire très, très chaud. Comment est-ce que tu adaptes ton corps à cette chaleur ? C'est impressionnant à quel point le corps peut s'adapter à la chaleur beaucoup plus qu'au froid ou à l'altitude. D'ailleurs, ça me passionne tout ça, la performance sportive. Et puis j'ai encore eu la chance récemment de parler avec un directeur scientifique d'une équipe professionnelle de cyclisme et il me disait qu'aujourd'hui, ça sortira dans quelques années, mais eux ils ont toujours une petite avance. Ils avaient tendance à préparer leurs cyclistes plus dans la chaleur que les fameux stages en altitude parce qu'il y aurait plus de bénéfices, en tout cas qui durent aussi plus longtemps au niveau du corps. Donc voilà. Donc comment je prépare la thermorégulation ? Alors ça dépend où tu habites. Si tu habites dans un endroit où il fait chaud, en fait c'est très simple. On va éviter de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de se dire oh là là, pour la santé, c'est mieux d'aller s'entraîner très tôt le matin ou très tard le soir. Non, au contraire, je vais y aller au moment le plus chaud de la journée, à midi, entre midi. C'est très progressif, je précise. Oui, progressif, toujours pareil, toujours dans la progressivité. Tu peux y aller tout de suite à midi au début, mais tu vas y aller sur une sortie de 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, jusqu'à aller faire une après-midi complète. Maintenant, il arrive aussi que des courses soient dans la chaleur tôt dans la saison, où on a passé l'hiver chez nous, où on va aller voyager dans un endroit où il fait encore plus chaud. Là, j'ai utilisé tout simplement un sauna. Et c'est là que vraiment on voit à quel point on progresse parce que la première session, alors il faut toujours aller dans le même sauna pour que ça soit reproductible, entre la première session et la dernière session, tu vas augmenter, tu vas doubler, tripler, quadrupler la durée dans laquelle tu peux rester et surtout le confort dans le sauna. Donc c'est là que tu vois que vraiment il y a une adaptation. Maintenant, si on n'a pas de sauna, il y a aussi la possibilité avec un bain chaud, aussi dans une petite pièce, augmenter un petit peu le chauffage, rouler sur un home trainer ou sur un tapis. Voilà, on peut vraiment simuler la chaleur de manière assez simple chez nous. Et il y a les thermorooms. On sait qu'à l'INSEP, ils ont justement pour les Jeux de Tokyo, ils avaient investi justement sur une thermoroom. Donc c'est vraiment une chambre. Aussi, il y a l'humidité, parce qu'il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi l'humidité qui peut. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le coup de bambou. L'humidité, on n'y pense pas assez, mais ça peut vraiment beaucoup jouer. Et donc, ils peuvent créer des climats très chauds, très humides. Et donc, en chambre, contrôler parfaitement le climat et l'adapter aux conditions de là où va avoir la compétition. Donc, ça a vraiment dans ces thermorooms, t'as vraiment tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc c'est quand même assez génial. Ça coûte très cher, donc il n'y en a pas beaucoup en France, mais si tu as l'occasion de le faire, ça c'est vrai que c'est intéressant parce que le corps, c'est une formidable machine d'adaptation. On ne se rend pas compte à quel point le corps s'adapte à tout. La seule condition, c'est qu'il faut être très progressif. Et ça, c'est ce que tu nous dis. Si vous allez faire la diagonale des fous, c'est dans 2 semaines, et que vous dites, tiens, il faut que j'entraîne ma chaleur, il y a un pic de chaleur, je vais aller courir à 30 degrés. Ne faites surtout pas ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait très progressif sur des gens en bonne santé, en bonne condition physique, parce que la thermorégulation, si on est problème de santé, elle peut être affectée par plein de critères. Mais le corps est tout à fait capable si on fait les choses bien. Ça, c'est la première. Est-ce que souvent on entend à la télé, dès qu'il fait très très chaud, ou notre famille peut nous dire mais non, il fait trop chaud. Non, si vous avez vraiment fait les choses progressivement, il n'y a pas de risque, vous avez une bonne hydratation, voilà, mais il faut être très progressif. Moi, c'est vrai qu'à mon petit niveau de course à pied, j'habite dans le sud et souvent je cours progressivement, il fait de plus en plus chaud et parfois je cours à des horaires, c'est vrai, par rapport à mon travail un peu pas forcément idéal quand il fait très chaud et en fait je suis habituée. Pareil, je vais en Corse l'été, je cours en Corse, parfois je me lève un peu tard, je vais courir à 11h, je te dis, c'est canicule à cette heure-là et franchement, et du coup quand je reviens et qu'il fait un peu plus frais, je trouve que je suis meilleure. Enfin, alors évidemment, si vous faites un marathon, vous préparez le marathon de Berlin en septembre, il ne va pas faire très chaud, c'est mieux de vous lever quand même plus tôt le matin parce que l'idée c'est quand même de le faire parce que vous voulez reproduire les conditions que vous allez avoir le jour de la compétition. Sinon, c'est pas forcément optimum. C'est-à-dire si vous avez votre prépa en été mais que vous allez courir en septembre à Berlin, il fait pas très très chaud, vaut mieux vous lever un petit peu plus tôt parce que ça sert à rien. La thermorégulation, c'est un processus qui est très coûteux pour l'organisme. Donc, quand Mathieu va s'entraîner, il va falloir qu'il améliore sa nutrition, il améliore sa récupération parce qu'il va mettre plus de temps à récupérer de ses séances qu'une séance traditionnelle. C'est ce qui est le plus coûteux en énergie
la thermorégulation avec la digestion. C'est les deux processus. C'est pour ça que quand on mange beaucoup, on a envie de dormir. Quand il fait très chaud, on a envie de dormir. Donc voilà, derrière, il y a aussi tout un protocole de récupération qu'il faut. Puis, il faut avoir une glande thyroïde. Il faut être en très bonne santé. Qui fonctionne bien parce que c'est elle qui est responsable de la thermorégulation. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que vous pouvez être en dette et mettre en difficulté votre système de thermorégulation, même à 16 ou 17 degrés. On le voit au marathon de Paris, des gens qui ont fait leur préparation pendant l'hiver où il ne fait pas très chaud. Au mois d'avril, c'est les premières chaleurs, paf, il fait 20 degrés. Votre corps va être en souffrance, tout simplement parce qu'il ne faut pas une grande chaleur pour déstabiliser notre corps. Si c'est les premières chaleurs, vous allez être même plus en souffrance qu'en plein été. D'ailleurs, on le voit, c'est beaucoup plus dur de s'entraîner au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, quand il fait les premières chaleurs, parce que le corps, il n'est pas du tout adapté. Donc, c'est vraiment un processus. Ce n'est pas parce qu'il fait 30 degrés qu'il faut se préoccuper de sa thermorégulation, mais ça, je pense que tu as dû le constater aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'on ne fait surtout pas de rattrapage avec la chaleur à une semaine de la course parce que ça va avoir un impact sur la fatigue centrale globale qui est vraiment marquée. Donc, on y va très progressivement, tu l'as dit, on ne fait pas de rattrapage. Maintenant, tu as dit aussi que pour préparer une course fraîche à l'automne, comme à Berlin, c'est peut-être qu'il y a un petit peu moins d'intérêt. Mais moi, je pense aussi que même s'entraîner pour une course froide, dans des conditions froides, il y a un intérêt de faire de la chaleur avant parce qu'il va y avoir... Alors, on parle de la thermorégulation qui est une adaptation qui est vraiment excellente pour la performance sportive, mais il y a d'autres adaptations qui se font à la chaleur qui vont servir dans le froid. On pense par exemple à l'augmentation du volume de plasma, on pense à l'augmentation du débit sanguin, et ça va vraiment avoir une utilité de performance sur des événements froids aussi. Donc, s'entraîner à la chaleur, c'est quand même quelque chose qui est excellent pour la performance sportive, pour des courses dans le chaud ou dans le froid aussi. Et d'ailleurs, aussi on peut débunker une idée reçue, c'est souvent la transpiration. On se rend compte que quelqu'un qui va beaucoup transpirer, on peut se dire finalement pourquoi je transpire autant, et on peut le constater. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est très sédentaire et vous le faites courir, il va très très peu transpirer. Souvent les personnes en surpoids qui courent, ils sont très très rouges, mais ils transpirent très très peu, et ils vous le disent, moi je vais courir, je transpire pas. C'est pas forcément bon signe. Justement, un athlète qui va beaucoup transpirer, c'est un avantage. C'est un avantage. Ça veut dire que sa thermorégulation elle est très très bonne. Donc voilà, ne rougissez pas. Si vous avez beaucoup de transpiration, alors ça peut être pénible quand on met des chemises l'été, quand on est sportif, parce qu'on a tendance à très vite transpirer. Donc on met des petits débardeurs, on peut avoir un peu plus transpiré, mais c'est un signe de bonne santé. Voilà, c'est un signe de bonne. Donc voilà, faut pas avoir à rougir. Est-ce que tu as déjà eu des coups de soleil pendant les compétitions, toi, Mathieu ? Alors maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que je me suis sensibilisé à tout ça au niveau de protection vestimentaire et crème solaire. Mais des coups de soleil, j'en ai plus eu, je dirais, dans ma jeunesse à l'époque où no pain, no gain du bronzage. Le moneuil. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu les premières expositions, quoi, m'arracher des morceaux de peau entière sur le haut du dos et sur le visage, presque comme un serpent qui muait. Et c'est hyper douloureux ensuite, ce qui reste dessous, hyper sensible. Donc voilà, c'est les coups de soleil que j'ai eus. Je les ai eus vraiment dans la douleur. Donc aujourd'hui, je fais plus attention. Quels sont si malheureusement on a eu un coup de soleil, quels sont les bons gestes à avoir ? Qu'est-ce qu'on doit faire, Léa, pour le soigner ? Alors le coup de soleil, c'est tout simplement une brûlure. Donc après, il y a plusieurs degrés. Il y a le premier degré, donc dans le cas où la peau elle est rouge et elle va peler 2-3 jours après. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est le soir, on prend une douche fraîche. Dans tous les cas, vous pouvez refroidir, c'est la loi des 3-15. Vous refroidissez pendant 15 minutes sous l'eau du robinet à 15 degrés à 15 cm. Pour rafraîchir la peau. Et ensuite, vous allez pouvoir apaiser la peau donc avec un baume apaisant comme le Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay. Moi, mon tip, c'est vraiment de rajouter de l'huile essentielle de lavande officinale à l'intérieur parce que c'est anti-inflammatoire, apaisant et ça soulage la douleur. Donc, on rajoute 2-3 gouttes et vraiment, ça, c'est le petit tips en plus que je trouve vraiment top. Et après, si vous avez eu un coup de soleil avec une brûlure au second degré, donc dans ces cas-là, il y a des cloques. À ce moment-là, il faudra bien désinfecter aussi et mettre comme un pansement du tulle gras jusqu'à ce que la peau s'améliore et après on peut ensuite appliquer des crèmes réparatrices comme le Cicaplast Baume B5. Mais ça passe vraiment par une réparation de la peau et il faut faire très attention après à ne surtout pas réexposer cette zone au soleil. Voilà. C'est important. Et on peut bronzer quand même parce que c'est vrai que souvent c'est une des craintes, c'est que c'est quand même agréable d'avoir un teint un peu plus bronzé. On peut quand même bronzer même si on se protège. Bien sûr. Et c'est même d'ailleurs moi ce que j'ai remarqué, alors c'est peut-être une idée reçue, mais c'est vrai quand on fait attention, alors c'est peut-être un petit peu plus long, mais j'ai l'impression que le bronzage est quand même de meilleure qualité. Ah et oui, surtout le bronzage va durer, contrairement à un bronzage où on va s'exposer un peu comme un fou. Ça va être un bronzage un peu comme le sport d'hiver, c'est-à-dire que ça va être très rougeâtre et finalement le bronzage du sport d'hiver en une semaine il a disparu. Alors qu'un bronzage de qualité, on peut le durer jusqu'au mois
fin octobre, novembre, quoi. Moi, j'ai déjà eu jusqu'au mois de novembre en me protégeant, alors qu'on n'a pas ça quand on se protège pas, quoi. Exactement, il faut avoir un bronzage qui se met en place petit à petit parce que vous êtes protégé avec du 50, vous allez quand même bronzer. Mathieu, il se protège et pourtant il a un teint mat et d'ailleurs sa peau là, elle est naturellement mieux protégée puisqu'il a favorisé la synthèse de mélanine dans sa peau. La mélanine, c'est comme une ombrelle naturelle. Donc il le protège naturellement des UVB, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas mettre de crème, mais la manière dont il s'est exposé lui a permis d'avoir un hâle qui donne un joli teint à sa peau et qui en plus la rend plus protégée. Tu as des astuces si on veut conserver un peu plus longtemps son bronzage? Moi, on m'avait dit par exemple qu'il faut pas frotter la peau avec la serviette, plutôt tamponner. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'en profite de te demander. Surtout une bonne hydratation en fait, après. Bien hydrater sa peau, ça va permettre de ralentir un petit peu le renouvellement des cellules mortes et donc préserver plus longtemps le bronzage. Et après, bien sûr, on peut aussi utiliser certaines supplémentations, donc des compléments alimentaires qui apportent entre autres des lycopènes, bêta-carotène. Donc attention, il y a des contre-indications, hein, demandez bien à votre pharmacien en fonction de votre cas, notamment si vous êtes fumeur, qui peuvent apporter une coloration, une pigmentation naturelle de la peau. Et donc ça permet éventuellement de prolonger aussi le bronzage. Mais sinon, globalement, au niveau de la routine de soins, c'est surtout bien hydrater sa peau, donc avec un baume Lipicard par exemple, qui est tout à fait adapté et qui permet aussi d'apaiser la peau le soir quand elle est un peu échauffée. C'est vrai que, je ne sais pas si toi tu fais ça, Mathieu, mais on a tendance à hydrater la peau quand on commence à peler. C'est pas forcément l'idéal, du coup, il vaut mieux le faire avant de peler, quoi, en fait. Bien sûr, avant de peler, de toute façon, c'est toujours la prévention, hein. Il faut entretenir sa peau au quotidien pour améliorer la barrière cutanée. Et effectivement, ça passe par des huiles lavantes dans la douche pour éviter d'agresser la peau et un baume ou une crème. Après, tout dépend de la texture et aussi de la saison. En été, on n'a pas envie de se mettre des produits trop riches. On préfère mettre des choses plus légères. Pareil au niveau de la peau du visage. Donc là, encore une fois, vous adaptez soit une crème pour le corps, soit un baume relipidiant. Et pareil pour le visage, vous allez partir sur des textures plus fluides en termes de crème solaire ou plus hydratantes en hiver quand vous voulez plus de confort. Avant de se quitter, Mathieu, tu va préparer la Diagonale des Fous. Il y a aussi les questions d'acclimatation, de repères. Combien de temps tu vas arriver avant sur l'île? T'as prévu quoi pour ces parties-là? On peut avoir tendance à penser que je vais arriver longtemps à l'avance pour le préparer, mais moi je suis toujours dans l'expérimentation. Au niveau de mes courses d'ultra, j'ai pas encore 20 ans d'expérience pour avoir définitivement approuvé des méthodes. J'ai beaucoup fait ça les 3 dernières années, d'arriver 3 semaines, 1 mois à l'avance sur les courses pour m'y préparer. Et là, cette année, je vais essayer d'arriver quasiment au dernier moment. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué aussi que oui, il y a l'adaptation à avoir, mais il y a aussi la fatigue de l'adaptation à l'environnement. Et ça peut paraître banal, mais voyager, prendre un avion, changer de couchage, de température, d'environnement peut créer énormément de fatigue. Et en fait, arriver 1 mois, 2 mois ou 15 jours à l'avance va accumuler de la fatigue. En fait, on va tout le temps dans l'accumulation de fatigue et arriver à la course. Oui, peut-être un petit peu plus adapté au terrain, mais avec une fatigue centrale plus élevée, ce qui fait qu'on va moins performer. Là où je suis actuellement dans les Alpes, j'ai la chance en été d'avoir des conditions qui sont quasi similaires à celles de l'île de la Réunion. Si je vais en vallée, il va faire très chaud et humide. Et si je vais en altitude, il va faire beaucoup plus froid et plus sec, dans des conditions qui sont quand même similaires à celles que je vais retrouver sur l'île de la Réunion. Donc voilà, je vais essayer de maximiser ma fatigue centrale en restant chez moi le plus longtemps possible et en arrivant 1 semaine avant la course. Bon, hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont un petit peu cramés à arriver un peu trop tôt. Et puis après, il y a le décalage horaire aussi, non ? Alors sur la Réunion, il n'y a pas de décalage horaire. Donc si, ça, tu as 1 heure, je crois. Oui, mais ça ne fait pas une grosse différence. Je ne pensais pas forcément pour la Réunion. Mais c'est un bon point. C'est un bon point aussi. C'est vrai que ça, il faut le calculer parce qu'aujourd'hui, il faut considérer que ça prend à peu près une dizaine de jours au corps, au cycle circadien pour se remettre dans l'heure locale. Donc oui, il faut le prendre en compte quand on voyage plein Est ou plein Ouest. Ouais, et puis bon, tu connais un peu les sentiers. Tu as déjà, il y a quelques années, repéré. Donc oui, il y a ça aussi. J'ai déjà fait 2 fois le parcours en repérage, alors en plusieurs jours, en 2019 et à nouveau en 2022. Donc je connais un petit peu le parcours. C'est pour ça aussi que je me permets d'aller un petit peu avant. Je ne vais pas repérer le parcours et maximiser mon niveau de fatigue après-course. Léa, les conseils, on s'est dit pas mal de choses. Si on veut synthétiser, si un athlète veut prendre soin de sa peau en été, en hiver, améliorer sa thermorégulation, aussi éviter le stress oxydatif, parce qu'on a vu que tout ça c'était lié, quels sont les derniers conseils que tu recommanderais ?
Alors, utiliser, en termes de thermorégulation, vous l'avez dit mieux que moi, mais des tenues adaptées qui laissent justement respirer la peau ou moins si on est dans des zones froides ou chaudes. Tu l'as super bien expliqué, Mathieu. Et après, au niveau de la peau, bien protéger sa peau du soleil, que vous soyez dans les zones froides ou chaudes, ça c'est hyper important pour justement se préserver du vieillissement prématuré, du stress oxydatif, mais aussi de tout simplement des maladies dégénératives comme les cancers. Ça peut être utile. Voilà. Et après, s'il y a eu brûlure, après il faut réparer la peau en utilisant des soins apaisants, réparateurs. Voilà, globalement. Pour la réhydrater. Pour la réhydrater et favoriser la cicatrisation et surtout soulager la douleur s'il y a des douleurs. Et pour le froid, c'est utiliser des pommades qui peuvent protéger du froid. Il y a des pommades comme celle de chez CeraVe, la pommade intensive réparatrice qui permet à la fois d'agir en prévention mais aussi en réparation pour les zones gercées, craquelées. Surtout quand on est exposé au froid, on peut même la mettre sur les lèvres. Donc ça aussi, c'est des tips. Et on peut même la mettre aussi sur les zones de frottement pour éviter les irritations. Pas de panique, hein. Si vous nous écoutez en courant, on vous synthétise tous ces points clés, tous les conseils de Léa, tous les produits que vous pouvez retrouver sur une fiche PDF. C'est gratuit, on a pris toutes les notes, toutes les perles de valeur, on vous les a mis sur ce document-là. Pour l'avoir, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur le newsletter Dans Tête d'un coureur et on vous l'envoie chaque mardi. Merci beaucoup. Alors, nous, on va se retrouver cet été. Alors, on ne sait pas encore ta saison, mais en tout cas, normalement, on devrait te voir, quoi qu'il arrive, de manière sûre et certaine sur la Diagonale des Fous, puisque tu es inscrit. Peut-être à l'UTMB, ça l'avenir nous le dira. Et puis Léa, on peut te retrouver aussi sur Instagram ou sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Les conseils pharma de Léa sur Instagram. Et après, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les conseils pharma de Léa aussi, et dans lequel j'ai répertorié plein de conseils santé sur toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté au quotidien. Donc ça peut être au niveau de la peau, mais aussi au niveau du système nerveux, au niveau digestif, avec tout plein de conseils. Super. Merci infiniment à tous les deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec vous tous ces épisodes. J'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi ont pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à le réaliser. Merci infiniment aux équipes de La Roche-Posay d'avoir rendu cet échange possible. C'était passionnant. Merci aux équipes de Sunday Night Production pour cette belle réalisation. Profitez bien de l'été, des vacances pour vous reposer. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous protéger. N'oubliez pas de vous protéger. Et puis quand on prend soin de son corps, notre corps nous le rend bien. Donc profitez-en. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Merci. Un bon été à tous. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par La Roche-Posay, première marque mondiale prescrite par les dermatologues.